Charles Michels, bonjour. Vous êtes le responsable, le directeur des sites Horizon Ride, donc les concessions BMW Motorrad sur Paris Ouest. Première question, le groupe Horizon a repris donc ces concessions-là en 2019. Est-ce que les équipes ont changé à cette occasion-là? Oui, tout à fait. Donc avant tout, bonjour. Elles ont changé dans le sens où un des objectifs de ce transfert, quand l'entité est devenue Horizon Ride, était de développer ses équipes. Savoir qu'en un an et demi, on a fait 42 recrutements. Donc aujourd'hui, on est 50. Il y a eu des départs aussi pour compenser, mais oui, les équipes ont évolué. Beaucoup sont restés. Ça a été pour la plupart du recrutement. Mais oui, donc beaucoup de changements, beaucoup de changements. Et en parlant de recrutement, on a repéré sur le site qu'il y a beaucoup de postes à pourvoir. Est-ce que ce sont des postes qui sont toujours d'actualité? Oui, c'est toujours d'actualité dans le sens où le recrutement, c'est mettre un job pour lequel on a un besoin et de mettre en face le bon profil. Pour que ça tombe pile, d'avoir le bon profil qui recherche quand on a le bon job à mettre en face, c'est compliqué. Donc le but, c'est d'être constamment en recherche. Ce serait terrible pour nous de passer à côté de bons profils juste parce qu'on n'est pas pile dans le moment pour proposer le bon poste en face. Donc on recrute toute l'année. Il est arrivé qu'on recrute des profils qui avaient postulé pour un job et puis qu'on leur propose quelque chose d'autre et pour qui ça matche bien. Oui, nous sommes toute l'année en recrutement. Ça ne veut pas dire qu'au moment où on a un collaborateur, un futur collaborateur qui se présente, on a forcément le job en face, mais ça se construit le recrutement. Oui, c'est d'actualité. Donc toutes les annonces qui sont sur le site, si vous avez l'envie de postuler, il faut pas hésiter. Ouais. Les magasins sont rutilants, ils sont magnifiques. Ils ont été refaits il n'y a pas longtemps, j'imagine. Et quels sont le degré de liberté que vous avez par rapport à BMW France? Alors, il y a certes on va dire un cahier des charges et un standard BMW à avoir. Évidemment, le constructeur a son mot à dire parce qu'on représente une image. C'est quand même eux qui en ont, je dirais, la meilleure idée. Oui, c'est cadré. Maintenant, BMW Motorrad France a eu comme ambition d'inviter tous les concessionnaires à personnaliser leur showroom pour dire on a un standard, on a un niveau de qualité à présenter à nos clients. Maintenant, la créativité des concessionnaires, c'est important. On n'a pas tous les mêmes profils de clients, on n'est pas tous situés au même endroit, on ne vend pas forcément exactement les mêmes typologies de produits. On nous invite même à avoir une certaine liberté pour aménager nos showrooms. Évidemment que BMW va regarder ce qu'on fait, nous accompagne dans le projet. Oui, on est un petit peu entre les deux. On a une liberté, il faut être créatif, et puis évidemment, il faut être au standard aussi. On sait que récemment, notamment dans l'automobile, on en parle beaucoup en France, il y a eu des soucis d'approvisionnement, notamment de puces électroniques, mais aussi de résine, de certains matériaux. Est-ce que c'est le cas chez vous? Alors nous, en tant que concessionnaire, on n'a pas souffert de ça. C'est vrai que BMW Motorrad France a pris de très gros engagements pour qu'on soit fourni en moto. Pour le coup, ça a très largement payé parce que chez BMW, on était les seuls à avoir des motos à vendre quand il y a eu ces pénuries. Donc ça a été très bien vu. On a eu la chance de, pour le moment, pas souffrir de ça. On a encore des dispos, on a encore des motos dans les lignes de production, des motos qui arrivent. Ça arrivera sûrement, ça dépend combien de temps va durer la pénurie. Il y a un moment, on risque peut-être d'en souffrir. En tout cas, aujourd'hui, je pense qu'on a de la chance chez BMW d'avoir les produits, on a même des nouveautés. C'est une vraie opportunité pour nous. Ouais. Et on entend parler aussi, ici ou là, de pénurie d'huile. Est-ce que vous êtes concerné? Pour le moment, on arrive à se fournir. On en a entendu parler aussi, que ce soit par nos fournisseurs, nos confrères. Maintenant, on fera en fonction. On essaie de stocker et plus on entendra parler de ça, plus on fera l'effort de stocker. Maintenant, on a de très gros débits d'huile. Donc, c'est vrai que ça sera problématique si vraiment ça se présente. On agira en conséquence. On verra bien. Mais on n'a pas d'infos officielles. Je sais pas
pas quelque chose à dire de particulier là-dessus, donc on verra bien. Je suis comme toi dans l'attente de plus d'infos. Ouais. On reste connecté alors. Quelles formules d'achat, de location sont proposées chez Horizon Ride et lesquelles ont le plus de succès? On propose tout ce qui existe en financement, comme à l'automobile, mais c'est vrai que ce qui fonctionne le mieux chez nous, c'est de la location avec option d'achat. On a des produits financiers qui sont très performants. C'est vrai qu'en plus, c'est une manière pour nous de revoir nos clients. C'est une formule qui fonctionne bien. Les loyers sont plus petits que quand on fait un crédit, évidemment. Et ça permet d'aller chercher du renouvellement, ça permet de rentrer du VO. Donc non, c'est à plus de 80% le produit financier qu'on fait. Ouais. Et du coup, à l'issue de cette location, combien de clients choisissent de conserver leur véhicule? Est-ce qu'il y en a beaucoup ou très peu? Très peu, justement. C'est comme ça qu'on constitue aussi notre stock de VO. Je dirais que avec l'année 2020 qu'on a eu comme référence, c'est pas évident, mais on ne doit pas être à plus de 15% de clients qui conservent. C'est pour nous aussi encore une opportunité. Et puis de pouvoir constamment, on a de la chance, on a un constructeur qui est réactif, proposer ces nouveautés. Il y a toujours une petite évolution, un petit changement qui fait que c'est quand même sympa de passer au modèle d'après. Et c'est ça, c'est que du coup, il est nécessaire pour le constructeur comme pour le concessionnaire d'avoir des nouveautés à proposer, parce que j'imagine que les clients ne viennent pas dans la concession renouveler, changer la moto juste pour un coloris différent. Ils s'attendent à du contenu différent, à des performances améliorées. Oui, après on a différentes typologies de clients. Je dirais qu'il y a des clients qui de toute manière ont une utilisation rationnelle de leur véhicule, donc eux ils vont le conserver 2-3 ans selon le mode de financement qu'ils choisissent, et de toute façon vont repartir sur une plus neuve pour repartir sur leur garantie de 3 ans, avoir un véhicule avec un faible kilométrage. Mais sinon, c'est vrai qu'on a d'autres clients qui n'ont pas du tout un rapport rationnel à leur moto, qui sont on va dire plutôt dans le passionnel. Oui, là, il faut être au rendez-vous pour proposer des nouveautés. Là, par exemple, notre GS qui était très récent, on a eu quand même on va dire une mise à jour du véhicule. On a eu un facelift, on a rajouté les selles chauffantes. C'est des choses qu'on n'avait pas avant en sortie d'usine, donc elle a changé de look. C'est vrai que c'est important. Et du coup, c'est vrai que la marque est sensible à ça aussi, et donc c'est agréable de pouvoir toujours proposer à nos clients des nouveaux produits, c'est sûr. Et comme vous disiez, ça dope aussi sans doute les occasions. Il y a de belles affaires à faire, j'imagine, chez vous. Oui, tout à fait. Donc nous, c'est vrai qu'on a constamment quasiment une centaine de véhicules à vendre au VO. C'est en bonne partie des fins de LOA ou de LLD. Oui, il y a de bonnes affaires à faire. De toute façon, chaque VO est unique, c'est un peu la magie. Celui que vous trouvez chez nous avec un tel kilométrage, tel historique, il n'existe nulle part ailleurs. Non, c'est important, et pour nous, en tout cas, pour constituer un stock de VO, c'est essentiel. Ouais. Parlons un peu produit. On a vu que la GS était en tête des ventes des motos en France sur les 5 premiers mois de l'année 2021. Est-ce que alors déjà c'est du jamais vu, mais est-ce que ça vous surprend? Je vais pas être hyper... c'est la meilleure moto du monde, on va être honnête. C'est la meilleure moto du monde. Elle fait tout, cette moto. Elle fait tout. Est-ce que je suis surpris que la meilleure moto du monde soit la plus vendue? Non. Maintenant, évidemment que c'est une moto qui est bien au-dessus du prix moyen qu'on met dans une moto sur tout le marché. Donc c'est ça qui est surprenant, c'est de se dire que notre 1250 GS soit numéro 1 sur le marché, alors que c'est quand même un engagement pour nos clients qui est très important. Maintenant, c'est vrai que, comme je disais, BMW Motorrad a fait en sorte qu'on ait des véhicules à proposer, qu'on ait du stock, qu'on soit capable de livrer nos clients. Donc je pense que c'est aussi ce qui a fait vraiment la différence. La stratégie de la marque a été bonne là-dessus, je pense, et que ça a contribué au succès notamment de cette GS. Ouais.
Bon, il faut souligner quand même aussi que la MT-07, qui est historiquement la meilleure vente, a eu un petit loupé. Elle a une arrivée un peu tardive. Ça a facilité la tâche de la GS. Oui, tout à fait. Et de toute façon, je dirais même ça pour tous les modèles et toutes les marques. Même des marques européennes n'ont pas été capables de livrer leurs clients. Oui, on a bénéficié de ça. C'est vrai que ça a été dur, je pense, pour les autres concessionnaires, autres marques, de nous voir, nous, avec des motos qui étaient livrables à clients. Donc oui, bien sûr, ça a contribué. En termes de roadster, justement, BMW a fait très fort l'an dernier avec la F900R et puis avec la routière dérivée, la XR. Est-ce que ce sont des modèles qui vous ont permis de piquer des ventes aux concurrents? On pense notamment aux Japonais, bien sûr. Donc il faut savoir que nous, on n'a pas été très performants dans notre mix produit. C'est pas ce qu'on vend le plus, notamment Roadster. Nous, notre cœur de vente, c'est vraiment du RT, les GS et pas mal de scooters. Donc je ne peux pas trop t'en parler maintenant. Oui, j'imagine que les ventes qu'on a su faire, notamment sur 900R, c'est quelque part des ventes qu'on a piquées aux japonaises, je pense. Sur le 900 XR, c'est souvent un achat un petit peu plus, je veux dire, rationnel, notamment cette catégorie de motos. C'est vraiment typiquement aujourd'hui les motos qu'on voit rouler tous les jours. Donc peut-être qu'il y a aussi de beaux produits, et il y a de beaux produits chez les autres marques. Est-ce qu'on les a piqués pour autant aux japonais? Je ne sais pas. Est-ce que le client avait en idée un 750 GS, un 850 GS? Je ne saurais pas trop dire. En tout cas, 900 XR, nous, c'est un produit qu'on arrive bien plus facilement à vendre que le 900R. Comme je te disais, la clientèle Roadster est peut-être moins parisienne. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux t'en dire sur cette gamme-là. Les S1000, elles ont été successivement mises à jour, la RR, la XR, puis la R. Laquelle vous vendez le plus, vous, au magasin? On fait là une très belle année de S1000RR. On l'a senti tout de suite quand on a eu l'annonce qu'il y aurait un M1000RR qui serait montré. Le S1000RR est hyper abouti. En plus, au niveau des prix, on est à peu près dans les prix de ce qui se fait pour une sportive à la concurrence. Donc avec nous des vrais arguments sur toute l'électronique qu'on a sur cette moto. C'est vrai que comparativement au reste de la gamme, elle est vraiment là pour le coup, c'est de la moto plutôt haut de gamme, elle est au même prix que ce qu'on va trouver ailleurs. Et puis le M1000RR, ça a été aussi canon d'avoir ça en showroom. Donc ça a pu peut-être aider des clients à se projeter. Et puis peut-être qu'avec les confinements, les choses comme ça, ces petites frustrations, on a des clients qui ont envie de rouler, de peut-être rouler plus sérieusement, de se dire bon bah j'ai envie de profiter de la moto, acheter ou une superbe sportive, ou peut-être même se dire eh ben, je vais me mettre à la piste. Peut-être qu'ils étaient prêts à acheter un S1000R, qui sont basculés un peu dans l'extrême en disant bon bah ce sera un S1000RR. Donc non, pour nous c'est un vrai succès cette moto. Et la M1000RR, tu en parlais. Est-ce que vous avez eu des bons de commande signés? Alors oui, il faut savoir qu'il y avait très peu d'unités. C'était vraiment une moto très exclusive. Nous, on a eu la chance de pouvoir en vendre deux chez nous. Donc pour les avoir, il fallait bien sûr avoir un bon de commande ferme d'un client. Donc on a deux clients qui sont repartis avec leur M1000RR. Il y a même un client qui voulait repartir vite avec, qui nous a accordé qu'on la garde un peu en showroom pour pouvoir la montrer. C'est quelque chose cette moto. Donc non, c'était hyper positif et on a une autre édition qui va arriver là, un petit peu différente sur la S1000RR. On en attend beaucoup aussi. C'est vraiment c'est une gamme très chouette déjà à voir en showroom qui fait venir des clients toutes marques. Donc non, je suis très content qu'on ait ce nouveau S1000RR. Une autre moto qui marche très fort chez vous, c'est la R90. Et on sait que la Pure débarque en A2. Il y a une forte demande des débutants sur ce type de moto qui sont tout de même finalement assez imposantes et assez chères. Oui. Nous, quand on a eu l'annonce de ce 90 Pure A2, on y a vraiment vu l'opportunité parce que
on est vraiment sur une gamme néo-rétro. Certes, c'est une moto qui peut paraître peut-être plus grosse que quand on voudrait acheter un 700. Mais il faut savoir qu'avec ce boxer, le centre de gravité est très bas. C'est une moto qui est très facile d'accès. Et certes, c'est un budget pour une première moto. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, un jeune permis, déjà, c'est pas forcément un jeune. On n'est pas obligé d'avoir 18 ans. Vous passez le permis à 60 ans, vous avez quand même 2 ans en permis A2. Et donc, et puis on a aussi des jeunes qui sont attirés par ce type de gamme et puis qui ont envie d'investir dans une moto dès le début, une moto neuve, une belle moto. Donc non, c'est vrai que notre clientèle de pure A2, on va dire qu'on est autour des 35-40 ans, ce sont des jeunes permis. Donc non, ça marche très bien, on est très content de ce produit. C'est un vrai premier pas dans la marque parce que cette moto, elle a tous les codes des 90. À rouler, c'est d'enfer. On profite vraiment de ce moteur caractéristique BMW. Le bridage n'est pas du tout désagréable, il n'y a pas d'à-coups, ça reste assez fluide. Et puis tous les jeunes permis n'ont pas envie forcément d'un moteur qui claque fort, n'a pas envie de faire des wheelings, n'a pas envie. Il y en a, ils ont juste envie de cruiser un peu, de rouler même peu, mais de profiter de leur moto. Donc je trouve que c'était encore là, je dirais, un coup de maître de BMW de proposer. Déjà ce 1200 en A2, je trouve c'est assez fort. Et puis surtout ce 90, on a des clients qui ont passé le permis parce qu'ils rêvaient d'une 90. Quand on a annoncé qu'on l'avait en A2, c'était magique. Tu pouvais passer le permis, vous allez l'avoir tout de suite. Et justement, la transition est toute trouvée parce qu'il y avait une offre permis A2 offert sur certains véhicules, dont la Pure. Est-ce que vous avez eu du succès avec cette offre promotionnelle ? Oui, on a eu du succès. C'était sur quasiment sur toute la gamme A2. Oui, ça a bien fonctionné. En tout cas, ça a plu aux clients de se dire c'est quand même sympa. J'ai un peu racheté une moto et du coup, mon permis est déjà financé. C'est vraiment tendre la main à des nouveaux motards et dire bon bah il est temps de rejoindre la famille BMW, c'est maintenant et on vous aide. Donc je trouvais que le discours là-dessus est sympathique et puis non ça a bien fonctionné chez nous. Ouais. Dans la gamme A2, on trouve forcément les G310. Quel est le succès de cette gamme de petites motos, entre guillemets, les plus petites motos qu'on trouve chez BM ? Alors, déjà, il faut savoir qu'en France, on boude de manière générale les petites cylindrées. Donc, elles ont quand même des avantages. C'est léger, l'assurance est plutôt light. C'est des motos qui sont faciles d'accès. Pour le coup, en plus sur Paris, ça a du sens de rouler avec une moto qui soit agile, qui soit facile à faire passer dans les bouchons. Maintenant, ça reste des tout petits volumes. Donc nous, ça nous permet d'avoir des clients qui roulent en BMW pour des budgets qui sont très facilement atteignables. Donc si vous financez un G310, c'est le coût de votre abonnement smartphone aujourd'hui. Donc non, c'est une opportunité. Je pense que c'est important qu'on ait ces produits. Et maintenant, oui, c'est pas ce qui fait nos volumes à l'année, mais non, on est quand même content d'avoir cette gamme. Et à l'autre bout, la très grosse cylindrée, la R18. Quel est le succès de ces machines chez vous ? Et est-ce que vous avez eu des visites de la part du HOG, des Harleyistes, lors du lancement ou ensuite ? Alors, nous, ça a été un lancement peut-être en dessous de nos attentes. Je pense qu'on a des clients qui attendaient à ce que le résultat final colle à 100% au concept qui avait été présenté. Donc c'est vrai que ça a créé une petite déception alors qu'en réalité cette moto a vraiment tous les codes de l'historique BMW. Elle a un moteur tout à fait hors norme et donc c'est vrai qu'on a eu du coup des clients qui attendaient de savoir ce qu'on pouvait faire avec cette moto. Donc nous on a tout de suite déclenché les choses en faisant un partenariat avec Tank Machine. Donc je n'ai même pas besoin de parler à ces préparateurs. Aujourd'hui
Aujourd'hui, il a sa notoriété, la posant qu'on présente, mais on a bossé avec Clément. Dès qu'on a eu notre première moto, on s'est dit la première qu'on a, on l'envoie chez toi, tu as carte blanche et tu nous fais un produit vraiment 100% en tant que machine. Donc il est arrivé en début de semaine et honnêtement on est hyper content du résultat. Nous ça a redéclenché des appels de clients qui n'avaient pas voulu prendre possession de leur moto au mois de septembre. Ça a vraiment redéclenché tout l'amour qu'aurait dû avoir cette moto. En fait, je pense que le lancement de cette moto a été un peu gâché par quelques commentaires d'influenceurs qui ont été les premiers à prendre la parole et qui n'ont pas laissé la chance à chacun de découvrir lui-même le produit. Parce que, comme je dis, il y avait toutes les raisons pour qu'on soit vraiment très content du lancement. Aujourd'hui, on est nous très contents de cette moto parce que c'est vrai que c'est un créneau qu'on n'avait pas aujourd'hui. C'est une vraie rétro pour le coup, il y a toute la technologie BMW dessus. Et puis le custom, tu parlais de Harley, aujourd'hui on n'en trouve plus, même chez Harley. Donc oui, au tout début, au lancement, on a eu quelques visites de propriétaires d'Harley qui venaient plutôt pour expliquer ce qu'est un custom et en quoi le R18 n'en serait peut-être pas un. Et en fait, ils sont repartis en disant bon, c'est une belle moto. Donc c'était assez sympa, ça n'a pas été du tout dans l'affront, c'était un échange assez amusant. Et puis c'est vrai qu'il y a une vraie identité BMW dans ce R18, que ce soit le moteur ou en fait toute la constitution du cadre, tout est vraiment du 100% BMW. Donc oui, il y a eu un petit peu de Harley, mais honnêtement très peu. Et cette moto a été bien acceptée, même par les purs et durs. Et puis nous, en tout cas, nos équipes étaient super contents d'avoir ce produit en showroom aussi. Ouais. Et à l'inverse, c'est assez original puisque vous êtes parti dans le custom et Harley, lui, arrive sur le domaine du maxi trail avec sa Panamerica. Est-ce que vous êtes allé la voir? Est-ce que ce modèle-là vous inquiète, vous indiffère, vous intéresse? Je trouve que c'est une excellente idée de la part d'Harley Davidson d'aller sur ce créneau qui aujourd'hui on le sait il fonctionne. Je pense que c'est une très grosse innovation pour eux. C'est à mon avis beaucoup d'investissements. Ils ont investi dans l'électrique. Je pense qu'il y a des puristes Harley Davidson qui ne vont pas s'y retrouver, qui ont critiqué l'électrique, qui vont critiquer la Panamerica. On ne peut pas toujours plaire à tout le monde. Je pense que c'est une vraie bonne idée. Je pense que cette moto a tout intérêt à sortir aujourd'hui. Je leur souhaite beaucoup de succès. Est-ce que ça me fait peur? Je ne sais pas. Est-ce que ça va nous empêcher de vendre des GS? Comme je te dis, c'est la meilleure moto du monde aujourd'hui. Je ne vais pas dire que je suis inquiet. Maintenant, j'espère qu'elle sera bien accueillie sur le marché et puis qu'elle va séduire des clients Harley Davidson et puis d'autres marques. J'espère que ça va être une bonne opération pour eux. C'est un peu un tournant. Je trouve qu'on ne les attendait pas là-dessus. C'est surprenant. Ils montrent qu'ils savent innover. Quand avec les normes anti-pollution, on a un petit peu plus de mal à aller vendre des customs. Donc non, je leur souhaite beaucoup de réussite. C'est une belle moto. J'ai pas roulé avec, mais on m'en a déjà fait un petit peu de retour. On m'a dit que c'était pas mal. Alors on sait que vous avez repris la concession il n'y a pas si longtemps que ça, donc vous n'avez pas forcément beaucoup de retours sur ce sujet. Néanmoins, le C-Evolution, c'est globalement le seul maxi-scooter, voire la seule grosse cylindrée, entre guillemets, grosse moto, gros scooter à avoir marché commercialement en France. Est-ce que vous en avez vendu beaucoup? Est-ce que vous en entretenez beaucoup? Alors vendu beaucoup, il faut savoir que le produit a été arrêté en production en 2018, donc il y a eu encore des ventes sur 2019, on a eu quelques quotas encore en 2020, donc nous en tant qu'Horizon Ride on en a peu vendu, mais habituellement, en tout cas sur Paris, ça représentait sur les belles années quasiment 200 unités par an, donc c'était une très grosse vente, une part importante, donc aujourd'hui on en entretient beaucoup. Je pense que sur tous ceux qui ont été vendus, le parc qui roule encore est très important. Donc non, on en entretient pas mal. Ouais. Au niveau de l'atelier d'ailleurs, ça demande des formations spécifiques pour les mécanos?
Tout à fait, on a des intervenants avec une certification haute tension. C'est des produits qui demandent une attention particulière, une formation particulière. Quand on les accueille en concession, il y a un balisage au moment de l'intervention. C'est très spécifique, oui. Et qu'est-ce qui plaît sur ce Maxi Scoot? Est-ce que c'est l'image vertueuse, un peu verte finalement? Est-ce que c'est l'agrément de conduite, le silence absolu quand on l'utilise? Ou est-ce que c'est les performances? Parce que ça joue aussi fatalement par rapport à un T-Max, pour ne pas le citer, le C-Evolution est très performant. C'est sûr, il y a déjà le premier succès et qu'il est disponible avec un permis 125 pour le short range. Donc évidemment d'avoir un scooter aussi performant avec un permis 125, c'est fantastique. Maintenant l'image verte, l'image... ça doit jouer quelque part. Il y a forcément des clients qui ne trouveront pas leur compte en se disant bon, aujourd'hui je veux plus avec du thermique, je suis engagé. Maintenant je ne sais pas si c'est forcément représentatif de la clientèle du C-Evolution de manière générale. Il est vrai que même sur le long range, donc des clients qui ont le permis moto, pas mal de clients, pour avoir ce niveau de performance, devraient être sur un maxi scooter. Certains maxi scooters étaient des produits qui véhiculent une image dans laquelle eux ne se retrouvaient pas forcément. C'est vrai qu'il est très... tout le monde sait qu'un C-Evolution, c'est un BMW et que si on voulait un scooter électrique, c'était un C-Evolution. Donc c'est vrai que cette image premium joue beaucoup. Et puis d'avoir l'hélice BMW sur le véhicule, je pense que ça plaît évidemment. Donc oui, je pense que c'est ça qui a fait le succès. Puis le long range, ça a aussi permis, nous en tout cas à Paris, d'avoir des clients qui viennent de banlieue et qui circulent aussi en électrique. L'autonomie, ça fait à mon avis une bonne partie du travail. En termes d'entretien, les motorisations électriques demandent beaucoup moins de travail de la part des équipes. Est-ce que vous vous rattrapez entre guillemets sur les consommables, les plaquettes, les pneus qui doivent défiler pas mal parce que c'est un scooter qui est lourd, qui est très vif, donc qui accélère et qui freine très fort? Est-ce que vous avez une activité qui est un peu plus importante sur ce type de véhicule? Alors c'est vrai que pour l'atelier, tout simplement les vidanges, la vente d'huile, c'est une part plus profitable pour l'activité après-vente que vendre des plaquettes. Maintenant, c'est vrai que, je ne sais pas si on le ressent vraiment factuellement, mais oui, c'est un produit qui est plus lourd que sur du thermique. Donc forcément, plaquettes, disques, on va en consommer, des pneus. Et puis, c'est vrai qu'il y a pas mal d'électronique. Donc quand il y a des interventions, comme je te disais, il y a un protocole assez lourd pour intervenir ces véhicules. Donc l'un dans l'autre, je ne pourrais pas dire qu'on soit perdant à entretenir un C-Evolution par rapport à un C650 ou un C400. Mais en tout cas, si on vient à muter sur plus d'électrique, sûrement qu'il faudra qu'on adapte une partie de l'activité quelque part. Hein. Le type de batterie utilisée, leur durée de vie, leur recyclage, est-ce que ce sont des thèmes qui comptent pour les clients? Vous êtes questionné là-dessus ou pas du tout? Alors, est-ce que ça compte? Je pense que oui. Maintenant, nous en tant que concessionnaire, on n'est pas tellement questionné par les clients. Je pense que c'est de l'information qu'ils trouvent sur Internet, qu'ils trouvent auprès du constructeur. Et puis, la chose est que personne n'a vraiment la réponse. Est-ce qu'il vaut mieux consommer de l'essence et puis avoir une petite batterie, ou est-ce qu'il vaut mieux arrêter de consommer de l'essence et puis se dire qu'une batterie, on ne sait pas comment on recycle? Personne n'a vraiment la solution. Donc personne ne peut dire c'est mieux ou c'est moins bien. Tout le monde se questionne, je pense, et que personne n'a vraiment la réponse. Nous, en tout cas, en concession, on n'a pas tellement la question, déjà parce qu'on n'est pas habile pour répondre. Donc, on pense que ce produit, c'est le bon. Si l'électrique est pertinent, on pense qu'on a le bon produit. Maintenant, sur les questions environnementales, on serait très mal à l'aise d'apporter une réponse à nos clients, quoi. En revanche, il y a des interrogations auxquelles vous pouvez répondre. C'est la sortie du remplaçant du C-Evolution, le CE04. Quand est-ce qu'il arrive et est-ce que vous avez beaucoup de demandes à ce sujet? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que BMW va bientôt prendre la parole pour avancer un peu la sortie de ce produit. Pour nous, c'est imminent. Je ne peux pas donner de date parce qu'on n'en a pas communiqué d'officiel et que j'aimerais avoir cette date, mais je ne l'ai pas.
On nous a dit c'est pour bientôt, ça arrive. En tout cas, il est très très beau. Le concept qui a été présenté, apparemment, c'est vraiment une version très aboutie. Donc le concept sera vraiment quasiment identique à ce qui va sortir. Nous, on l'attend beaucoup parce que, comme je te disais, c'est une part importante des ventes, l'électrique. On y croit beaucoup. Et comme on voit, on a pu voir que le C-Evolution était un produit vraiment hors norme, vraiment en avance par rapport à ce qui pouvait se faire ailleurs. On est persuadé qu'on aura ce même gap avec le CE04. Le niveau de connectivité est apparemment vraiment à la hauteur. Donc il y a toutes les raisons, pour qu'il y ait un super accueil pour ce produit. J'ai pas d'infos plus que ça, mais comme je te disais, ça va pas tarder. Je m'attends à une réponse un peu du même style, mais on est obligé de poser la question. On est motonet, on n'est pas scooternet. Une moto électrique chez BMW, ça pourrait se voir à quel terme. On pense notamment, en tant que concession parisienne, ça peut intéresser des clients qui font des allers-retours pour aller au bureau, pour qui ça peut être pertinent en fait. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'annonce. Alors je ne sais pas, dans le sens où si vraiment c'est pour faire, comme tu dis, des allers-retours au bureau, je pense que sûrement un scooter fait mieux le job qu'une moto. Si vraiment on cherche de l'utilitaire et rationaliser une consommation, on se dire d'électrique, c'est mieux. La moto, je ne suis pas sûr que ce soit pertinent. Maintenant, les sensations qu'on a en moto, t'es motard, donc tu sais que rouler en moto, pour nous, c'est pas rouler en scooter. Et puis si on veut être sur d'électrique, du coup, une moto électrique, il y a moyen, je pense, d'aller chercher peut-être même une nouvelle clientèle. Maintenant, il faut savoir que chez nous, les motorisations, en tout cas le moteur, le boxer, c'est une part hyper importante de l'ADN de la marque. Donc sur des motos, je ne suis pas sûr qu'on voit demain un GS électrique. Maintenant, je pense que BMW a montré que s'il y avait quelque chose à faire là-dessus, ça serait sûrement les premiers à le faire. Alors je dis non, il y a Harley qui a sorti une moto, et puis il y a d'autres marques, Zero, qui font des motos. Je ne connais pas vraiment leur succès, mais s'il doit y avoir de l'électrique et que c'est sur une moto, je suis sûr qu'on aura le bon produit et que nos clients y seront sensibles. Maintenant, est-ce que c'est pour demain? Je ne sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, un scooter électrique, c'est bien plus pertinent. Et je suis content qu'on ait encore des boxers dans nos motos, et puis même les autres moteurs, même sur du 4 cylindres, on est hyper pertinent. Ce S1000 RR, on en parlait, le S1000R, c'est le XR, c'est des motos qui sont fabuleuses. J'espère qu'on va pouvoir conserver ces moteurs. On fait des moteurs qui sont aujourd'hui bien plus propres qu'avant. Donc c'est vrai moi je suis tout à fait à l'aise à ce qu'on distribue ces moteurs, parce que au niveau des normes, on a toujours été dans les clous, même un petit peu en avance. Donc voilà, moto électrique peut-être, et ça sera sûrement une bonne idée. Je trouve qu'aujourd'hui le scooter, c'est plus ce qu'on attendait de nous. Ok, merci beaucoup Charles de cet entretien, et à très bientôt.